Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce 5e webinaire de notre cycle sur les achats responsables sous le thème d'utiliser le levier de la performance des achats responsables. En votre nom, je remercie tous nos intervenants qui ont contribué à la réalisation de cet événement et spécialement à l'organisation Bretagne Sense, et surtout monsieur le professeur Bernard Bruel qui nous a facilité l'organisation de ce 5e webinaire. Aussi un spécial merci pour monsieur Philippe Auroy, qui nous a aidé beaucoup sur les différents webinaires et surtout pour le 6e et dernier webinaire qui sera d'un format assez spécial, donc webinaire plus table ronde, donc soyez au rendez-vous. Donc sans tarder, je vous rappelle, comme toujours, les consignes techniques pour une meilleure visualisation, s'il vous plaît, de ce webinaire. Donc, je vous prie de vous renommer tout d'abord, comme ça, pour vous connaître et même lors de la restitution des questions, ça sera plus facile à monsieur le modérateur de vous présenter. De garder vos micros, s'il vous plaît, et vos caméras éteints en mode désactivation, pour une meilleure qualité de connexion. Et l'ensemble des échanges se feront via le box chat ou bien converser. Donc, n'hésitez pas à poser vos remarques, vos questions dans cette boîte. Je mets en muet les personnes avec micro activé. Donc, je vous remercie, vous prie de garder vos micros durant les présentations désactivées. Donc, voilà, donc je vous souhaite une bonne visualisation. Je passe la parole à Monsieur Bernard. À vous la parole. Eh bien, merci. Bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'accueillir tous les participants à ce webinaire. Alors, mon rôle va consister à lancer un petit peu les interventions. Et puis, mon rôle consistera ensuite à poser, par l'intermédiaire du chat, à poser les questions de nos visiteurs à nos deux intervenants. Alors, aujourd'hui, la thématique améliorer la responsabilité. Alors, bon, tout le monde sait bien que la RSE, c'est en fait la prise en compte volontairement par l'entreprise d'enjeux à la fois environnementaux, sociaux, économiques. C'est donc un engagement volontaire de l'entreprise et qui, bien sûr, a à la fois des répercussions en interne, par exemple les conditions de travail des salariés, mais aussi, et c'est le thème du jour, des relations donc à l'extérieur, en particulier soit avec les clients, soit avec les fournisseurs. Donc notre webinaire aujourd'hui, c'est de voir un petit peu comment on peut améliorer la performance des entreprises, enfin comment les entreprises peuvent améliorer leur performance en utilisant la RSE par rapport à leurs fournisseurs. Donc nous aurons ce matin deux interventions. Tout d'abord, Monsieur David Roger, que je remercie au passage d'ores et déjà, qui va nous présenter le cadre finalement le cadre réglementaire, les standards, les certifications par rapport aux achats de matières premières des entreprises engagées dans la RSE. Et puis, dans un deuxième temps, nous aurons un témoignage plutôt sur les aspects pratico-pratiques, un témoignage de comment on peut faire par rapport aux approvisionnements de cacao avec l'intervention de M. Fortinblé de la Côte d'Ivoire. Donc, premièrement, un peu le cadre un peu théorique, on va dire, et deuxièmement, le cadre plutôt pratique. Donc voilà, Monsieur Roger, je vais vous laisser la parole, si vous voulez bien. À vous. Merci beaucoup. Merci Bernard. Je vais allumer ma caméra comme ce sera plus sympa. Voilà, merci beaucoup. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais me représenter, David Roger. Moi, je suis le dirigeant et le fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle By Your Way, qui est né en 2009.
buy, BUY pour acheter, your way selon vos valeurs et voilà, vos enjeux sociaux et environnementaux. Donc nous, on est des spécialistes en France, en tout cas, des achats responsables. Et puis, on a 2 bureaux africains, un à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest et un à Antananarivo, où je suis basé pour l'océan Indien. Et sur ces 2 bureaux, on a un champ plus large sur le développement durable et la RSE. On fait des choses assez variées, vraiment sur l'ensemble du champ. Mais on travaille encore beaucoup, évidemment, sur les achats responsables, qui est notre cœur initial de métier, et notamment sur les sujets de filière agricole durable. Voilà. C'est là-dessus que je vais essayer de me concentrer aujourd'hui. Voilà, pour la petite histoire, moi, je suis ingénieur agroalimentaire et je viens, avant d'avoir monté le cabinet, du secteur cosmétique avec Yves Rocher, de Valrhona pour le cacao. Et donc, c'est ça aussi qui est à l'origine de tous nos travaux sur ces thématiques. Voilà pour une brève présentation. Donc, je vais commencer tout de suite par vous parler, avant d'aller. Alors, je ne vous parlerai pas forcément de tous les standards et référentiels, hein. Je vais plutôt être illustratif. Je voulais reposer le contexte et quelques enjeux. Le fait que, évidemment, on a des tendances à la fois, donc ce que vous voyez sur cette slide, c'est 2 exemples sur 2 filières africaines. Le cacao d'une part avec le détournement, vous voyez, du logo de KitKat en killer alors non, là c'est plus sur l'huile de palme d'ailleurs, je fais une dérive, que le cacao africain, mais ça pourrait être aussi sur des problématiques de matières premières cacao. Le premier exemple de KitKat, il symbolise les tendances et les attentes vis-à-vis des consommateurs finaux et donc des marchés plutôt B2C, business to consumer. Alors que l'exemple de Michelin qui est sur l'EVA, pour le coup africain, on a un fournisseur FK en Côte d'Ivoire. Là, on est sur un marché B2B. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est des tendances de fond que l'on voit au niveau des marchés, avec, pour Michelin, par exemple, l'émergence de lois en Europe sur le devoir de vigilance, et puis pour KitKat, des préoccupations que l'on voit aussi jaillir sur des marques comme Nutella, sur l'huile de palme ou le cacao, et d'autres. Voilà. En agriculture, on a des écosystèmes à la fois complexes, des territoires étendus. Sur nos territoires africains, on connaît aussi les difficultés d'accès aussi à certaines zones géographiques. Et tout ça rend évidemment complexe de joindre la demande des marchés à la transformation des réalités sur le terrain, et ça, on y reviendra. Aujourd'hui, faire des achats responsables et travailler sur les filières responsables, donc c'est la slide suivante, c'est à la fois répondre à l'exigence de rentabilité, de création de valeur qu'on a quand on parle d'achat, tout simplement. Donc, le fait de pérenniser ces filières, à long terme, d'assurer un certain nombre d'approvisionnements. Je parlais du cacao, on sait qu'il est très sensible au changement climatique, par exemple. Donc, la rentabilité et la durabilité sont assez liées. Le fait évidemment générer un certain nombre de bénéfices, mais de les partager avec l'ensemble des parties prenantes. Et aussi le fait de se créer des avantages concurrentiels, ça j'y reviendrai à travers certains exemples, grâce aussi aux filières durables. Voilà. Donc sur la slide suivante, cette exigence de rentabilité est à mettre en miroir avec les exigences de responsabilité sur vos filières, sur les filières un peu partout dans le monde. On doit répondre à des enjeux et des défis contemporains, de préservation d'ailleurs de certaines espèces à l'origine justement des approvisionnements d'un certain nombre par exemple de l'industrie cosmétique, si je prends cet exemple-là, ou du cacao, ou du café, comme je disais tout à l'heure, par rapport au changement climatique. La question, c'est de voir un peu quels sont les leviers de transformation sur des filières aussi qui peuvent être symboliques de certains produits, et de les retranscrire, de positionner votre message, enfin le message des entreprises et de vos marques, des
de vos clients sur le champ de la responsabilité, grâce aux filières, à leurs filières stratégiques. Voilà un petit peu pour planter le décor. Au-delà donc de ces contextes, ces enjeux qui sont importants de rappeler avant de vous donner quelques exemples de réalisation de ce qui se fait sur les filières agricoles, voilà, c'est important de revoir un petit peu, de rebalayer un peu tous ces aspects-là. Alors, sur la slide suivante, c'est une partie finalement qui fait le lien avec ce contexte et ces enjeux. Je vais vous prendre que 3 exemples. On pourrait avoir plein de cas assez variés. En fait, ça dépend vraiment de chaque filière. Chaque filière a ses propres caractéristiques. Quand je dis caractéristiques, c'est à la fois la qualité de l'approvisionnement, la typologie de l'approvisionnement, mais aussi la zone géographique est extrêmement importante parce que les enjeux sociaux et environnementaux peuvent vraiment varier d'un pays à l'autre. Très fortement du fait du tissu économique, la forme que prennent les producteurs, est-ce qu'ils sont regroupés, est-ce qu'ils sont individuels, etc. À la fois, les enjeux liés à la biodiversité locale sont vraiment extrêmement variés. Je vais vous prendre un exemple très macro qui va se passer dans une entreprise européenne avec qui, par exemple, on a travaillé sur les risques RSE des filières. Donc, l'identification des risques vus, on va dire, du client à distance donc du champ et du producteur, comment on priorise en fait ces enjeux alors qu'on n'a pas encore tout à fait le nez sur le terrain. Je vous parlerai aussi des labels et de tous les labels produits qu'on peut avoir et comment on peut les utiliser aussi pour en faire une force, qu'on soit fournisseur ou qu'on soit le client. Et souvent, le fournisseur va justement mettre le label au service du client. Et enfin, je finirai avec l'exemple qui est au centre, parce que je pense qu'il est extrêmement important. Toute évolution aujourd'hui, comme je disais, on part parfois de loin, d'Europe, pour regarder ces filières africaines, si je prends cet exemple-là. On est très loin du terrain et vous verrez qu'aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup sur le dialogue multi-acteurs sur les filières, et ça, c'est assez fructueux et assez intéressant. Je reviendrai en dernier exemple. Donc voilà, pour planter le décor, le premier exemple, il se passe dans une grande entreprise européenne, française, qui a de très très nombreuses catégories, comme on dit dans le vocabulaire, catégories achats. Donc cette entreprise, elle s'approvisionne autant sur du cacao, sur de la vanille. Donc il peut venir de Madagascar, par exemple. Le cacao peut venir évidemment d'Afrique de l'Ouest ou de Madagascar selon les typologies, ou même d'Amérique latine. Et ils ont beaucoup d'autres vers le monde qui sont assez sensibles. Vous savez, parce qu'on l'a présenté dans des webinaires précédents, qu'en Europe a émergé une loi sur la notion de devoir de vigilance et le fait de réaliser des plans de vigilance. Donc voilà un premier référentiel législatif qui amène ces grandes entreprises à établir des plans de vigilance, et plans de vigilance qui touchent leurs achats et donc les filières agricoles. Ça touche plein de thématiques, mais là, ce client-là voulait travailler spécifiquement sur les risques liés aux droits de l'homme. Voilà. Donc, le travail, qui n'est pas forcément évident quand on le réalise vu d'Europe sur une multitude de pays, avec un temps restreint, il n'est pas question d'aller faire des enquêtes de terrain très poussées, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. Mais du coup, à travers un certain nombre de réseaux locaux dans les différents pays, à travers de la documentation, des recherches, etc., on peut établir, donc un certain nombre de clients établissent comme ça une cartographie des risques et de leurs enjeux sociaux, environnementaux. On fait appel à des ONG qui classent, par exemple, les pays selon leur maîtrise d'un certain nombre de droits humains, et on peut déterminer comme ça des plans de vigilance et sensibiliser les acheteurs européens, parfois un peu loin du terrain, sur les enjeux des fournisseurs pour qu'ils commencent à enclencher un certain
certaine discussion avec ces producteurs. Donc, c'est extrêmement important, mais ça reste très partiel parce que, encore une fois, on manque de données de terrain, mais c'est une première pratique qui permet en tout cas de prioriser les grands enjeux et d'avoir une visibilité un peu sur tous ces enjeux. Donc voilà un premier référentiel qui est législatif, devoir de vigilance, et qui amène un certain nombre de pratiques sur les filières agro, mais plutôt un peu lointaines par rapport au terrain. Deuxième pratique sur laquelle je voulais revenir, qui là fait le lien vraiment entre le producteur qui va devoir monter en puissance, par exemple, sur un certain nombre de référentiels. Là, j'ai mis les logos du bio, du Fairtrade, Rainforest Alliance qui est plutôt, on va dire, agriculture raisonnée, tropicale et droits de l'homme, Fair for Life qui est un peu un concurrent de Fairtrade, RSPO sur l'huile de palme responsable, Bansucro qui est sur le sucre. Donc, on va avoir un certain nombre de labels qui vont faire tilt, j'allais dire, sur les marchés ou dans les entreprises clientes, et donc tout un enjeu sur lequel on a de plus en plus de travaux, c'est d'emmener les producteurs à monter en compétence sur l'appropriation d'un cahier des charges, parfois un peu complexe, et donc de leur donner le temps aussi de s'approprier ces cahiers des charges. Ce qui est sûr, c'est que pour le producteur comme pour le client, vous avez vu ce que je mets à droite de cette slide, c'est qu'en fait, sur cette notion de label, il faut toujours raisonner en ROI, en retour sur investissement. L'investissement sur un label, vous pouvez avoir des très belles pratiques, mais ne pas faire du point de vue social et environnemental, mais ne pas faire le choix de payer la redevance, les audits, etc., parce que aussi votre marché n'a pas forcément ce label. Ça ne vous empêche pas d'avoir des approches éthiques. Ça, c'est un vrai enjeu marketing, en fait, pour le fournisseur, ce choix-là. Et parfois, vous n'avez pas le choix. Hein. Parfois, votre client, pour avoir le marché, il va exiger qu'il y ait ce label. La question du partage des coûts de labellisation peut se poser à ce moment-là. Donc la question, c'est de savoir si vous en avez besoin pour vous structurer, pour aider les producteurs à se structurer, et est-ce que le marché le demande, est-ce que c'est valorisable en tant qu'actif réputationnel pour votre entreprise, que vous soyez le producteur ou que vous soyez le client final. Je vous prends un exemple qui est celui du bio. On a pas mal travaillé à Madagascar parce que le bio malgache est assez dynamique. Vous voyez que là, quand on regarde les labellisations bio, l'évolution du marché bio, on peut très bien se dire que, en effet, c'est un investissement intéressant et raisonnable d'investir dans d'une certification bio, etc. Le bio n'ayant aucun ralentissement, voire même peut-être une accélération là, pendant la crise sanitaire qu'on connaît actuellement. Mais votre approche de la labellisation peut vraiment différer selon votre clientèle, et ce que je voulais illustrer, donc vraiment si vous êtes producteur notamment, vous pouvez vraiment vous poser cette question, est-ce que c'est une exigence du marché? Là, je vous prends l'exemple d'un marché qui serait les grands industriels et la grande distribution généraliste. Il faut retenir qu'en Europe, on a fait des études, le consommateur européen, par exemple, il met 7 secondes pour mettre un produit, en moyenne, hein, pour mettre un produit dans son caddie. Et donc, la marque du label, la reconnaissance, ah tiens, ça c'est un produit équitable, je veux le mettre dans mon panier, est extrêmement important, extrêmement forte. Ces grandes entreprises sont elles-mêmes, comme tout à l'heure mon exemple, soumises souvent au devoir de vigilance, etc. Ça va vous demander au niveau fournisseur, par exemple, des labels qui sont en fait incontournables, quoi. Hein, aujourd'hui, voilà, sur certains marchés, on exige les labels dans le cahier des charges qu'on veut auprès de son fournisseur, mais ça peut aussi vous amener à être audité sur d'autres choses. Là, pour ceux qui étaient là à la dernière séance, on a parlé de SMETA, de BSCI, on parle souvent des Covadis aussi, qui sont des systèmes un peu de vérification de ce que fait le fournisseur. Donc, soit des audits de terrain, soit des questionnaires. Et souvent, le client, là,
grand industriel ou grand distributeur ne va pas vous donner le choix, hein, de réellement décider de votre démarche. Soit vous y allez, soit vous n'êtes pas fournisseur de ce client-là. Mais quand on est fournisseur, on peut avoir aussi le choix de sa clientèle. Et donc l'exemple suivant, slide suivante, c'est l'exemple d'une autre typologie de marché. Je vous raconte une histoire illustrative, mais vous pouvez le retrouver auprès de plus petits industriels ou de marchés très spécifiques comme l'épicerie fine, par exemple. Vous pouvez avoir plutôt sur des marchés haut de gamme, premium, une relation beaucoup plus directe avec votre client. Je vous l'illustre à travers ce monsieur-là que vous voyez, Olivier Rohlinger. Il est c'est un grand chef breton. Il fait partie du réseau Relais et Château, etc. Et puis il a lancé, c'est un passionné d'épices, et il a lancé une épicerie vraiment fine et très travaillée sur les épices, à tel point que, par exemple, le poivre, qui souvent, on dit qu'il y a 3 grandes qualités de poivre, etc., lui, il l'a différencié par espèce et il l'a travaillé par espèce. Et comme il a des convictions éthiques, il s'est rapproché des produits du commerce équitable. Il a aidé à relancer ou à sauvegarder certaines espèces de poivre, notamment en Asie, en Inde. Et avec ces gens-là, bien sûr, le label peut avoir son importance, mais beaucoup moins que la relation avec le fournisseur. Évidemment, il y a toutes les histoires gustatives qui sont extrêmement importantes dans le premium et dans le haut de gamme. Et tout ce qui est bio, équitable, c'est un plus. Mais ce qui est intéressant avec ces clients-là, c'est que si vous avez une démarche éthique, si vous êtes capable de la prouver, hein, parce que ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas exigeants sur ce que vous faites, vous n'avez pas forcément besoin d'investir sur l'audit bio, équitable, etc. Vous pouvez mettre en œuvre avec les producteurs sur le terrain un certain nombre d'approches, mais sans passer par toute la complexité parfois de ces systèmes de labellisation. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas nier que dans la relation client-fournisseur, il peut y avoir aussi des relations de proximité et de qualité de la relation qui sont extrêmement importantes. Alors, pour créer cette proximité, je vais finir sur cet exemple-là, sur la dernière slide, s'il vous plaît. Il me semble extrêmement important de souligner qu'on n'emmène pas ces fournisseurs. Alors, soit on peut les emmener justement par des relations vraiment de proximité, comme je viens de la décrire, hein, vraiment, quand je parlais d'Olivier Rohlinger, bon, lui, il est loin du terrain, mais en même temps, il se déplace beaucoup, et puis c'est un passionné. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc on peut avoir cette relation individuelle, mais on peut aussi avoir une vision collective. Bien souvent, on a des filières, encore une fois, quand je reste sur nos pays africains, des filières qui manquent parfois de structuration. Pas toujours de gouvernance, pas toujours de représentation de la filière. Et il est extrêmement important de pouvoir aussi dialoguer même avec ses concurrents et avec les producteurs et de faire participer chacun un peu à l'élaboration d'une stratégie sur la filière, notamment en termes de durabilité. Parce que si un concurrent fait l'inverse de ce que vous voulez faire, les producteurs ne comprennent plus forcément où on veut aller et ça peut créer un certain nombre de complexités. Là, l'exemple que je prends, c'est intéressant parce qu'il a été initié par Valrhona. Valrhona, c'est une entreprise européenne. Et ça se passe à Madagascar. Et donc, le constat, c'était que le cacao malgache est de très, très bonne qualité, un super cacao. Mais bon, en termes de volume, il stagne un petit peu. Et puis, il y a un certain nombre de problématiques de durabilité liées au changement climatique, de vieillissement des plants, etc. Et c'est Valrhona qui a déclenché, mais c'est mis en retrait après dans le comité de pilotage que vous voyez en haut à droite, c'est Valrhona qui a déclenché le dialogue
au sein de la filière pour co-construire une stratégie nationale du cacao avec un axe de durabilité extrêmement fort. Et donc, si Valrhona a initié, après, ils se sont mis au même niveau que les membres du comité de pilotage extrêmement variés que vous voyez sur la slide. Donc des concurrents, le Conseil national du cacao, donc là pour le coup c'est une filière qui avait déjà son conseil national, des ONG très investis, des instituts de recherche et des bailleurs aussi très investis sur la filière, comme le CIRAD par exemple qui pilotait la démarche. Et il a été extrêmement important par exemple de s'entretenir avec un échantillon représentatif de cette filière, de voir un peu quelles étaient les attentes, les problématiques clés qu'il fallait vraiment travailler. Et il y a eu un séminaire participatif qui n'a pas été le fait de refaire le bilan une énième fois. Ce qu'on avait constaté, c'était qu'il y avait eu 15 000 études pour dire, voilà, il y a un problème là, il y a un problème là, aussi sur le cacao malgache. Et donc, ça n'a pas du tout été ça. L'idée, ça a été de mettre les gens ensemble pour réfléchir à l'avenir de leur filière de manière positive, constructive et de manière à obtenir une forme de consensus où chacun se reconnaissait. Parce que les intérêts des producteurs, évidemment, et des exportateurs peuvent évidemment diverger. On a essayé de faire en sorte qu'il y ait un plan national cacao qui émerge, mais avec que chacun puisse s'y retrouver. Ça, c'est un point sur lequel je pense qu'il y a un vrai sujet, un vrai avenir dans le futur pour transformer aussi un certain nombre de filières dans nos pays par le dialogue et parce qu'on a besoin de structuration. Et comme, j'allais dire, il faut profiter même peut-être de ce manque de structuration pour que la notion de durabilité sociale et environnementale soit quasiment incontournable quand on élabore aujourd'hui une stratégie sur une filière dans un pays donné. On pourrait même avoir des stratégies peut-être multi-pays d'ailleurs, sur certaines filières, ce serait intéressant. On l'a vu récemment, alors c'était un peu politique, mais entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, l'accord qu'il y a eu sur le prix du cacao, par exemple, certes assez politique, mais bon voilà, ça montre aussi qu'on peut aussi faire bouger peut-être certaines filières de manière collective. Voilà un petit peu ce que je voulais illustrer, c'est pas forcément exhaustif. Il y a plein d'autres exemples. Donc, à la fois des démarches individuelles, vous l'avez vu avec l'entreprise européenne qui va appliquer son devoir de vigilance à distance en évaluant un peu sur quelle filière et quels enjeux sociaux elle va devoir travailler. Le deuxième exemple aussi sur les labels qui est souvent une approche individuelle de dire ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas sur les labels, de quoi je vais avoir besoin sur le terrain pour les producteurs, mais qu'est-ce que ça va me rapporter aussi sur les marchés.